L'aube se lève sur la vallée près de Vaslui, comme une traînée pâle derrière un mur de brouillard. Le monde se réduit à des silhouettes et à des sons étouffés. Le grincement des chariots, le rythme sourd de milliers de bottes, les renâclements des chevaux dont le souffle se change en fumée dans l'air. Des colonnes de soldats de l'Empire ottoman avancent entre les crêtes couvertes de neige, convaincus qu'il ne s'agit que de la marche précédant une victoire facile sur une petite principauté. Ils ne voient devant eux ni bannières ni lignes ennemies, seulement une route étroite qui se faufile dans un silence blanc. Là-haut, sur les hauteurs, Étienne et sa petite armée attendent, immobiles, à moitié enfouis dans la neige, et les retranchements creusés des semaines auparavant. Chaque pente, chaque courbe de la rivière gelée, chaque langue de marais sous cette peau blanche et lisse a été choisie, mesurée et transformée en arme. Pendant quelques battements de cœur encore, la vallée retient son souffle, puis les corps de guerre retentissent. Des flèches jaillissent du brouillard comme une pluie noire. Les éclairs des canons strient la brume, le tonnerre roulant depuis des hauteurs invisibles. Les hommes trébuchent, les boucliers éclatent, les chevaux se cabrent, tandis que la glace de la rivière se fissure sous le poids affolé. Lorsque le brouillard commence à s'éclaircir, le mythe de l'invincibilité ottomane se dissout déjà dans la neige. Une petite nation vient de claquer la porte d'entrée de l'Europe. Bien avant que le brouillard ne scelle la vallée de Vaslui, l'Europe vivait déjà sous une ombre grandissante. Au milieu des années 1400, les frontières glissaient comme du sable, et dans chaque cour on murmurait à propos de la même puissance montante au sud, l'Empire ottoman. Une génération plus tôt à peine, ses armées avaient pris Constantinople, transformant l'ancienne capitale byzantine en cœur scintillant d'une force en expansion qui poussait désormais, année après année, plus profondément dans les Balkans. Des forteresses qui avaient tenu des siècles tombaient en une saison. Des royaumes qui se croyaient à l'abri voyaient soudain flotter des bannières ottomanes à leurs frontières. Pour beaucoup de souverains, l'Empire ressemblait moins à un État qu'à un front d'orage sombre, lent, inévitable, roulant toujours plus près. Sur les cartes déployées sur les tables européennes, une petite bande de terre occupait un carrefour dangereux, coincé entre les Ottomans, le royaume de Hongrie et la communauté polono-lituanienne. Cette bande de forêts, de collines et de vallées fluviales, c'était Mulavia. La contrôler, c'était saisir les routes commerciales, les gués, les ponts et les chemins qui menaient droit au cœur de l'Europe centrale. Pour les grandes puissances, c'était une porte stratégique. Pour Mulavia, c'était surtout un avertissement. Une seule erreur, un seul mauvais calcul pouvait signer sa disparition. Mulavia n'était pas, au premier regard, le genre de terre dont les empires avaient peur. C'était un patchwork de forêts, de collines ondulées et de vallées sinueuses, constellées de villages de bois et d'églises de pierre trop petites, semble T-île pour compter sur une carte continentale. Elle n'avait ni capitale tentaculaire, ni interminable ligne de chevaliers en armure, ni trésor débordant pour louer des milliers de mercenaires. Ce qu'elle possédait, en revanche, c'était sa position. Au sud s'étendait la puissance grandissante des Ottomans, à l'ouest le royaume de Hongrie, au nord et à l'est l'Union polono-lituanienne et d'autres États chrétiens. Mulavia était comme une étroite charnière entre ces mondes, une bande de terre que caravaniers, émissaires et armées devaient traverser. Ces ports sur la mer Noire reliaient des marchés lointains au commerce intérieur. Ces gués et ces cols tissaient les routes qu'un jour, une armée d'invasion pourrait emprunter vers l'Europe centrale. Le maître de ce carrefour fragile s'appelait Étienne, plus tard surnommé le Grand, un prince qui avait compris que sa principauté ne pouvait pas se permettre la grandeur. Elle ne pouvait se permettre qu'une chose, survivre, jour après jour, sous le regard des voisins plus puissants qui encerclaient son horizon. Pendant des années, Étienne a avancé sur le fil du rasoir, troquant l'orgueil contre du temps. Il payait tribut à Istanbul, envoyant or et grains par les fleuves en signe de loyauté. Et en retour, il demandait ce que tout petit souverain vivant à côté d'un empire désire par-dessus tout, qu'on le laisse en paix. Mais l'empire, lui, ne restait pas immobile. À chaque saison, sa poigne semblait se resserrer. Les exigences fiscales se faisaient plus lourdes. Les fonctionnaires ottomans insistaient davantage pour contrôler des ports clés comme Chilia ou Setatealbo, et des requêtes qui avaient autrefois sonné comme des négociations prenaient désormais des accents d'ordre. Étienne voyait ses voisins plier, transiger, et pourtant perdre forteresse, ville fluviale, puis jusqu'à leur nom sur la carte. L'apaisement, comprit-il, n'était pas une stratégie, mais une reddition lente, écrite en paiement annuel et signée à la frontière. Sur la ligne de front de Mulavia, les nerfs se changèrent en escarmouches.
Des patrouilles qui autrefois se saluaient d'un signe de tête à travers un fleuve échangeaient maintenant des volées de flèches. Des querelles sur la possession d'une tour de pierre ou d'un tronçon de route explosaient en combat qui laissaient des hommes gisant dans la neige. À Istanbul, les refus et les délais d'Étienne n'étaient plus vus comme de la prudence, mais comme de l'insolence. À la fin de 1474, la décision tomba, loin des collines de Mulavia. Cette principauté encombrante serait punie, non persuadée. Quelque part au sein du commandement ottoman, quelqu'un traça un trait sur Mulavia et commença à planifier sa disparition. Dans les couloirs du pouvoir ottoman, la défiance de Mulavia n'était pas considérée comme un simple désagrément, mais comme une menace pour le prestige de l'Empire. Si une petite principauté pouvait résister, d'autres pourraient suivre. La réponse ne fut donc pas une note diplomatique, mais un ordre. Rassembler une armée capable d'écraser Étienne en un seul coup porté en hiver. Hadim Süleyman Pacha, commandant expérimenté du sultan, reçut cette mission. Depuis les garnisons des Balkans et des rives du Danube, des unités furent rappelées et redirigées vers le nord. Les intendants calculèrent le grain, le fourrage et la poudre nécessaires pour des dizaines de milliers d'hommes. Des ingénieurs tracèrent les ponts et les passages qui permettraient à l'artillerie et aux convois d'entrer en territoire mulavien. Sur leurs cartes et dans leurs salles de guerre, la campagne paraissait simple. Une courte marche, un prince brisé, une nouvelle province ajoutée à la carte impériale avant le dégel du printemps. Les éclaireurs d'Étienne rapportèrent les premiers chiffres solides. Une marée humaine bien plus vaste que tout ce qu'ils pouvaient aligner se rassemblait comme une vague sombre le long des berges du Danube. À cet instant, tout rêve persistant d'affronter les Ottomans en bataille rangée, au grand jour, s'éteignit. Si Mulavia tentait d'encaisser ce coup de marteau de face, elle se briserait net. Le seul espoir était de faire en sorte que le marteau ne rencontre jamais une cible solide. L'hiver s'abattit sur Mulavia comme un couvercle, scellant la terre dans la glace et le silence. La neige ensevelit champs et sentiers forestiers, transformant les routes en longues cicatrices pâles sur le paysage. La plupart des commandants auraient retardé la campagne ou prié pour que l'ennemi attende le printemps. Étienne fit l'inverse. Il décida que si Mulavia voulait survivre, l'hiver lui-même devait devenir un allié. Les villages près de la frontière sud furent discrètement vidés. Les familles prirent ce qu'elles pouvaient porter et se replièrent plus au nord. Les granges qui auraient pu nourrir une armée d'invasion furent vidées, leurs grains transportés vers des dépôts cachés. Les puits furent couverts, les ponts fragilisés et les chemins secondaires à travers les bois bloqués ou subtilement déplacés, de sorte que les guides ottomans se fieraient à des cartes qui ne collaient plus à la réalité. Le long des rivières, les hommes d'Étienne mesurèrent l'épaisseur de la glace, marquant dans leur esprit les endroits où le poids tiendrait et ceux où, sous la panique, elle se briserait. Pendant tout ce temps, il n'y eut ni révolte ni désespoir ouvert. Le peuple comprenait l'enjeu. Il vivait depuis trop longtemps sous l'ombre de l'Empire pour ignorer que c'était le prix à payer pour que la terre serve les siens et non les envahisseurs. Alors que le pays se transformait peu à peu en piège, Étienne remodela l'armée qui devrait le refermer. Il savait que Mulavia ne pouvait ni surclasser ni surpasser en nombre un ost impérial. Il bâtit donc quelque chose que les Ottomans n'étaient pas préparés à affronter. Une force conçue pour la vitesse, les angles et l'invisibilité. La cavalerie lourde et les formations rigides cédèrent la place aux cavaliers légers, des hommes capables de glisser comme des ombres sur la neige et à travers la forêt, frappant profondément sur les flancs d'une colonne avant de disparaître, bien avant qu'une contre-charge ne se forme. Les archers s'entraînèrent jusqu'à pouvoir tirer à cheval au galop, ou depuis l'abri de crête où seule la courbe de leurs flèches trahissait leur position. Autour d'Étienne lui-même, un noyau de garde d'élite formait un fer compact, des hommes qu'il ne déploierait qu'au moment où un coup décisif pourrait briser la volonté de l'ennemi. Même les levées paysannes, ces hommes aux armures rapiécées et au matériel rudimentaire, furent intégrés au plan. Ils connaissaient chaque bouquet d'arbres, chaque marais, chaque sentier caché entre ferme et sommet. Sous un autre chef, ils auraient servi de chair à canon. Sous Étienne, leur connaissance intime de Mulavia devint une arme plus tranchante que bien des épées. À mesure que la neige s'épaississait et que les camps ottomans grossissaient le long du Danube, Étienne tourna les yeux au-delà de ses frontières, cherchant un bouclier prêt à partager le choc. Des émissaires chevauchèrent vers les cours de Pologne, de Hongrie et d'autres princes chrétiens, portant des lettres qui ne suppliaient pas, mais avertissaient. Si Mulavia tombait, la route vers leurs propres frontières serait grande ouverte. Les réponses revinrent scellées de cire
et de belles formules compassion d'un roi, admiration prudente d'un autre, promesses vagues d'aide, lorsque les circonstances le permettraient. Aucun ne se présenta avec bannière et acier. Étienne comprit le message derrière les politesses. Mulavia se tiendrait pratiquement seul. Il cessa donc d'attendre. Plutôt que de courir affronter les Ottomans à la frontière, il laissa ses forces principales se fondre dans le paysage. Les camps disparurent dans les forêts. La cavalerie se retira des axes évidents, refusant les grandes batailles, ne laissant que des accrochages rapides et fuyants sur les marges de l'armée envahisseuse. Aux yeux des éclaireurs ottomans, cela ressemblait à de la peur. Aux yeux de leur commandant, à une principauté déjà à genoux. Cette illusion, nourrie avec soin et jamais contredite, fut la première couche du piège qui se refermait sur eux. Le champ de bataille choisi par Étienne n'était pas un simple hasard de géographie. C'était un plan. Près de la ville de Vaslui, il trouva une vallée en forme d'entonnoir, avec des terrains marécageux sous la neige, des crêtes dominantes qui surplombaient un fond étroit et une rivière qui gelait juste assez pour inviter au désastre. Il l'étudia comme un ingénieur examine des plans. À l'aube, le brouillard y stagnait, dense et bas, avalant les formes à quelques pas. Le son rebondissait étrangement sur les pentes, séparant la voie de sa direction. Sous ce manteau blanc, ces hommes creusèrent tranchées et ouvrages de terre, puis les recouvrirent de neige jusqu'à ce que la vallée paraisse intacte. Les archers furent postés derrière les crêtes, d'où ils pourraient tirer sans être vus, tandis que de petits canons montés sur des traîneaux attendaient, prêts à être glissés en position, à faire feu, puis à être ramenés en arrière, avant que l'ennemi ne riposte. Pendant ce temps, la cavalerie légère ne cessa de harceler l'avance ottomane, raid bref, contre les éclaireurs. Attaque soudaine sur les convois de ravitaillement, suivie d'une disparition rapide dans les arbres. Pour l'Empire, cela ressemblait à un adversaire qui se disloque, frappant au hasard dans un dernier accès de panique. Pour Étienne, c'était la dernière couche de l'appât. Chaque pas ottoman vers Vaslui les persuadait un peu plus qu'ils pourchassaient un ennemi brisé, et non qu'ils marchaient dans une vallée faite pour avaler les armées. Lorsque l'armée ottomane franchit enfin la frontière de Mulavia en décembre, elle se mit en mouvement comme une immense machine grinçante dans la neige et la glace. Des colonnes de soldats et d'animaux de bas s'engagèrent sur des routes qui semblaient désertes, passant devant des villages aux portes barrées, aux fenêtres noires, comme si la vie elle-même s'était écartée. Plus ils s'enfonçaient, plus la marche se faisait dure. Les roues se coinçaient dans les ornières gelées, les chevaux glissaient sur des plaques de glace invisibles, et le froid grimpait à travers les bottes et les armures, jusqu'à devenir une seconde peau implacable. Pourtant, il y avait toujours juste assez de promesses devant eux pour les pousser à avancer. Des rumeurs de hameaux intacts près de Vaslui, de granges encore pleines, de maisons pas encore incendiées. De temps à autre, une volée de flèches ou un raid éclair de cavalerie frappait un flanc, tuant quelques hommes avant de se volatiliser dans les bois, bien avant qu'une riposte ne se forme. Pour des commandants épuisés, ces attaques ressemblaient aux coups désespérés d'un ennemi acculé, trop faible pour se battre, trop terrorisé pour fuir correctement. Leurs cartes leur disaient qu'ils se rapprochaient du cœur de Mulavia. Leurs instincts leur soufflaient que le plus dur était derrière eux. La vallée qui s'ouvrait devant eux paraissait étroite, certes, mais aussi comme un raccourci vers la victoire. Avant l'aube du 10 janvier 1475, la vallée près de Vaslui disparaît. Un brouillard dense et glacé se lève de la rivière et des marécages, dévalant les pentes jusqu'à ce que le monde se réduise à quelques pas fantomatiques et à la silhouette floue de l'homme à vos côtés. Pour Étienne, ce n'est pas une malchance. C'est exactement la condition qu'il attendait. Ces soldats gisent à leur poste le long des pentes et derrière les retranchements coiffés de neige, respirant calmement, les doigts crispés sur des arcs et des hampes raidis par le froid. Aucun feu de camp ne brûle, aucune torche ne vacille. Vu du fond de la vallée, il n'y a rien d'autre que du blanc. Le premier signe de l'approche ottomane se manifeste par une vibration avant même le son, le tremblement presque imperceptible du sol, sous les pas synchronisés de dizaines de milliers d'hommes. Puis le bruit arrive. Le grincement des chariots, le cliquetis des harnais, le murmure grave de troupes qui ne voient même pas la tête de leur propre colonne. À mesure que l'armée de l'Empire s'engouffre dans cet espace étroit, le brouillard s'épaissit autour d'elle, engloutissant les bannières, brouillant les gestes des officiers en nombre sans forme. Là-haut, quelque part, des mains glacées serrent des corps muets. La vallée a refermé ses mâchoires. Il ne reste plus à Étienne qu'à les faire claquer. Le signal ne vient pas sous la forme d'un cri, mais comme un son qui semble monter des eaux même de la vallée, un long mugissement grave de corps de guerre mulaviens roulant dans le brouillard.
L'un répond à l'autre, puis un troisième s'ajoute, jusqu'à ce que les Ottomans soient incapables de dire d'où quoi que ce soit provient. On dirait que les crêtes elles-mêmes appellent dans une langue de bronze et de glace. Un battement de cœur plus tard, le ciel devient létal. Des flèches sifflent hors du vide blanc en grandes vagues invisibles, s'écrasant sur des rangs qui peinent à lever leurs boucliers à temps. Des hommes hurlent sans savoir de quel côté se tourner. Des officiers aboient des ordres qui disparaissent dans la brume, avalés avant d'atteindre le bout d'une ligne. Puis les canons prennent la parole. De petites pièces mobiles, cachées haut sur les pentes, tonnent soudain, des flashs orangés perçant brièvement le gris avant que les explosions n'ouvrent des brèches dans les colonnes compactes. Les détonations ricochent sur les flancs de la vallée, transformant une poignée d'armes en vacarme d'artillerie entière. Tandis que les Ottomans peinent à former un front dans une direction ou une autre, la cavalerie légère mulavienne jaillit du brouillard sur leurs flancs, lâchant des flèches à bout portant, taillant à coups de sabre, puis pivotant pour disparaître, comme si la brume elle-même les avait engloutis. L'infanterie disciplinée de l'Empire, dressée pour les champs dégagés et les ennemis visibles, se retrouve à frapper des fantômes dans un labyrinthe blanc qu'elle ne peut ni cartographier ni contrôler. Dans cette cécité, l'ordre commence à pourrir en peur. Là-haut, sur la crête, Étienne attend que l'armée ottomane ne soit plus vraiment une armée, mais une masse d'hommes titubants dans le bruit et la terreur. Les flèches ont éclairci leurs rangs, le feu des canons a brisé leurs lignes, et le brouillard a transformé chaque ordre crié en écho confus. Lorsqu'il lève enfin la main, ses trompettes lâchent un autre son des notes profondes et roulantes qui tranchent le chaos comme une lame. À ce signal, la force principale de Mulavia se met en mouvement. Depuis les crêtes, l'infanterie et les gardes d'élite dévalent les pentes en une vague sombre, boucliers verrouillés, lances abaissées, bottes martelant, la terre gelée. Ils percutent les Ottomans désorientés avec la force d'une avalanche, enfonçant des coins dans des formations déjà brisées. Au même moment, la cavalerie mulavienne frappe à nouveau sur les flancs, non plus par touches rapides, mais en s'engageant pleinement, galopant le long du fond de la vallée pour écraser chaque embryon de résistance avant qu'il ne se forme. La panique s'embrase. Guidés par la peur plus que par les ordres, les soldats ottomans se ruent vers ce qui leur semble être un refuge, la rivière gelée. Sous le martèlement des armures et des sabots, la glace gémit, se fissure, puis s'ouvre en lignes déchirées. Hommes et chevaux plongent dans l'eau noire et mortelle, entraînant d'autres avec eux dans leur lutte désespérée pour remonter. Ceux qui parviennent à gagner l'autre rive n'y trouvent aucun salut. Des cavaliers mulaviens ont déjà contourné la vallée et referment la dernière porte. Le grand host impérial, si sûr de sa victoire au matin, n'est plus qu'une masse piégée, convulsant sans issue. À midi, le brouillard qui avait dissimulé le massacre commence à se déchirer, se retirant de la vallée en lambeaux lents et effilochés. Ce qu'il laisse apparaître ne ressemble pas au reste d'un affrontement entre égaux. On dirait les décombres d'un effondrement. Des bannières ottomanes gisent piétinées dans la neige, leurs couleurs ternies, détrempées. Des roues de canon brisées émergent de congères. Des chevaux restent figés dans leurs harnais gelés, et les colonnes autrefois impeccables ne sont plus que grappes éparses de corps et d'armes abandonnées. Étienne ne pénètre sur le champ de bataille que lorsqu'il est certain que l'ennemi est brisé. Sa monture avance pas à pas dans la gadoue glacée, entre boucliers éclatés et lames tordues, tandis que des officiers lui rapportent à voix basse quelles unités ont été anéanties et quels débris de l'armée s'enfuient vers le sud. Il interdit toute poursuite effrénée. Aucune victoire ne mérite de sacrifier des hommes sur l'autel d'une gloire insouciante. À la place, il dépêche de petites unités d'éclaireurs pour suivre la retraite, veillant à ce que le grand host ne puisse jamais se reformer quelque part, plus loin. Au-delà de la vallée, des villageois commencent à sortir des bois où ils se terraient. Ils avancent lentement d'abord, comme s'ils craignaient de voir l'Empire encore debout devant eux. Puis leur regard se pose sur les bannières mulaviennes, déchirées mais dressées, et ils comprennent qu'à rebours de toute logique, leur pays est encore en vie. Cette nuit-là, alors que l'obscurité retombe sur la vallée de Vaslui, le véritable poids de ce qui vient de se passer commence à se faire sentir. Dans le camp d'Étienne, il n'y a pas de célébration débridée, seulement des hommes épuisés regroupés autour de petits feux soigneusement masqués, pensant leurs blessures et murmurant tous la même pensée incrédule. Ils ont tenu tête à un empire et n'ont pas cédé. Étienne réunit son conseil dans une tente éclairée à la lampe, des visages tirés et meurtris, mais animés d'une fierté calme et farouche. Il ne parle pas de triomphe, mais de responsabilité.
Cette victoire, il le sait, n'appartient pas qu'à Mulavia, c'est un mur reconstruit à la hâte pour toute la chrétienté. Avant l'aube, des messagers partent dans toutes les directions, portant des lettres qui décrivent Vaslui avec une précision glaciale. Le brouillard, l'embuscade, l'ost brisé qui n'a jamais atteint le cœur de l'Europe. Dans des capitales lointaines, les cloches sonneront et des chroniqueurs présenteront Étienne comme un champion de la foi, un bouclier levé là où de plus grands royaumes avaient hésité. Pourtant, tandis que les louanges s'accumulent au-delà de ses frontières, il ordonne la réparation des forteresses ruinées, le dégagement des routes, le stockage d'armes et de grains. Il a blessé l'Empire, non l'abattu, et il sait qu'il reviendra. Pour l'instant, cependant, tandis que les torches vacillent le long des crêtes où, la veille encore, des paysans attendaient en silence, une vérité demeure, ferme, dans l'air glacé. Mulavia a refusé de mourir. Et parce qu'elle a survécu, la route vers l'Europe reste close au moins, pour un hiver de plus.